Bonjour tout le monde et bienvenue. Je m'appelle Simon Coakley. Je suis le directeur général de Retraités fédéraux et je serai votre hôte pour le forum public virtuel en direct de ce soir avec Retraités fédéraux et M. Stéphane Lauzon, qui est le secrétaire parlementaire de la ministre fédérale des Aînés et le député de la circonscription d'Argenteuil, la Petite Nation. Je me joins à vous ce soir à partir d'Ottawa et j'aimerais commencer par reconnaître que l'endroit à partir duquel je me joins à vous est le territoire traditionnel et non cédé de la nation algonquine. M. Lauzon se joint à nous pour nous faire part d'informations importantes et répondre à vos questions sur nos priorités en matière de défense des intérêts et bien sûr sur la réponse du gouvernement fédéral à la COVID-19. Mais avant de commencer le forum, j'ai quelques consignes qui vous aideront à tirer le meilleur parti de notre soirée avec M. Lauzon. Tout d'abord, veuillez noter que ce forum public est enregistré et que son enregistrement sera publié sur le site web de Retraités fédéraux au début de la semaine prochaine. Dans cette capture d'écran, vous remarquerez une fenêtre vidéo montrant la personne qui parle. Si cette fenêtre cache des images que nous affichons, vous n'avez qu'à la minimiser en cliquant sur la ligne au coin supérieur gauche ou à la déplacer en la faisant glisser avec votre souris ailleurs sur l'écran. Pour entrer ou sortir de l'affichage plein écran sur votre appareil, cliquez sur le bouton « Passer en mode plein écran » ou quitter le mode plein écran en haut à droite de la fenêtre du Zoom. Évidemment, si vous avez un ordinateur qui vous parle parle anglais, ça veut dire passer en mode plein écran veut dire Enter Full Screen. Quitter le mode plein écran veut dire Exit Full Screen. Tous les participants sont en mode visionnement seulement, ce qui veut dire que vous ne pouvez voir que nos invités et moi-même. Si vous souhaitez poser une question durant le forum public de ce soir, cliquez sur le bouton Q et R ou Q et A au bas de l'écran. Cela ouvrira la fenêtre permettant de taper vos questions. À partir de la fenêtre des questions et des réponses, vous pouvez taper votre question et cliquer sur le bouton « Envoyer » ou « Send » pour la soumettre. Veuillez noter que toutes les questions auxquelles nous répondrons durant le forum public s'afficheront à l'écran dans la fenêtre des questions. Si vous avez déjà soumis une question auparavant, veuillez noter que vous n'avez pas besoin de la soumettre une autre fois. Même si toutes vos questions sont importantes et que nous aimerions répondre à chacune d'entre elles, le temps dont nous disposons avec le secrétaire parlementaire passera rapidement. Donc, malheureusement, nous ne pourrons pas obtenir de réponse à toutes vos questions ce soir. Par contre, notre équipe travaillera avec la ministre des Aînés, l'honorable Deb Schultz, et avec M. Lauzon pour transmettre davantage d'informations et répondre pleinement à vos questions. Toute information supplémentaire vous sera communiquée par courriel et sera publiée sur notre site web à retraitéfédéraux.ca. Comme l'option « Converser » ou « Chat » qui se trouve au bas de votre écran n'est pas disponible, veuillez vous assurer d'utiliser la fonction Q&A ou Q&A pour soumettre vos questions. Si vous avez besoin de quitter le forum public, il suffit de cliquer le bouton « Quitter » ou « Leave » au coin inférieur droit de l'écran. Et maintenant, commençons par quelques brèves remarques de la part du président des Retraités fédéraux, M. Jean-Guy Soulière. Merci, Simon. Retraités fédéraux est le plus important organisme national de représentation de plus de 176 000 membres actifs et retraités de la fonction publique fédérale, des Forces canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada, des juges de nomination fédérale ainsi que leurs conjoints et leurs survivants. Depuis plus de 56 ans, nous nous efforçons d'améliorer la vie de tous les Canadiens et Canadiennes retraités et de protéger les pensions et les prestations que nos membres ont acquises. Merci aux membres qui ce soir se joignent à nous et aux bénévoles et au nom des retraités fédéraux, merci à notre invité, M. Stéphane Lauzon. Stéphane Lauzon a été élu pour la première fois député dans la circonscription d'Argenteuil, la Petite Nation, en 2015. Après avoir travaillé à la Canadian International Paper Company dans les années 80, M. Lauzon est retourné aux études en 1992 pour obtenir un certificat d'enseignement. Ensuite, il a travaillé dans le domaine de la formation professionnelle pendant plus de 20 ans. M. Lauzon est devenu conseiller municipal de la ville de Gatineau en 2009
En plus d'exercer ses fonctions de conseiller municipal, il a géré des projets de construction au sein d'une entreprise qu'il a lui-même fondée. Présentement, M. Lauzon complète un baccalauréat en administration à l'Université du Québec en Outaouais et a 3 enfants. Monsieur Lauzon, je vous cède maintenant la parole pour vous permettre de prononcer vos remarques d'ouverture. Monsieur Lauzon. Bien, merci, M. Soulière, pour cette belle accueil. Je vous remercie ainsi que l'Association nationale des retraités fédéraux de m'accueillir à cette belle rencontre virtuelle. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous, tous les membres de l'association. Je sais qu'on est nombreux à participer ce soir. J'ai entendu un chiffre tantôt, là, c'est assez impressionnant. J'ai eu l'occasion de travailler avec le comité des aînés au niveau de la municipalité quand j'étais conseiller municipal. On a travaillé sur le programme de MADA, qui était les municipalités amies des aînés. J'ai transigé après au fédéral, dont j'ai eu l'occasion d'être le secrétaire parlementaire pour les personnes handicapées et on a écrit la première loi sur l'accessibilité au Canada. Et j'ai aussi été secrétaire parlementaire pour les anciens combattants qui m'a amené aujourd'hui à être secrétaire parlementaire, à travailler avec la ministre Schultz pour les aînés. Donc, c'est un peu mon parcours qui m'a apporté aujourd'hui pourquoi que je suis le représentant francophone de la ministre des Aînés. C'est un petit peu mon parcours que j'ai fait. Votre service a contribué à faire du Canada l'endroit où nous sommes fiers. On est fiers d'être ici, chez nous. Vous savez que le COVID-19 a fait en sorte qu'on a changé nos façons de faire, a changé, c'est-à-dire la façon qu'on vit à tous les jours. Le COVID-19 a mis les Canadiens au défi d'un océan à l'autre. Puis beaucoup d'entre nous réunis ici ce soir, ce virus a changé notre vie, changé nos habitudes. Et ces rencontres-là qu'on fait en ce moment sont très importantes pour en arriver à trouver des solutions. Puis c'est grâce à vous que des consultations comme ça qu'on devient meilleur. Donc, je vous invite, comme vous avez dit en entrée de jeu, d'envoyer toutes vos questions. Si on n'a pas toutes les réponses ce soir, mais je vous invite à nous envoyer les questions et par l'entremise du bureau de la ministre, nous allons vous transmettre toutes les réponses dans un délai raisonnable en français et en anglais. Les aînés ont construit le Canada que nous connaissons et que nous aimons, mais le COVID-19 a rendu la vie plus chère pour les aînés, pour toutes sortes de raisons. On le sait que c'est devenu plus cher à cause de l'isolement, que ce soit pour l'épicerie, que ce soit pour les médicaments ou la livraison des produits. J'ai des personnes âgées qui sont dans des centres qui paient à chaque repas pour faire monter à l'étage un frais de 7 ou 8 $ par repas, ce qu'il n'y avait pas auparavant. Donc, on est fortement touché, les aînés, et puis on est fortement préoccupé aussi de cette situation-là. Pendant ce temps-là aussi, l'économie en mange un coup. Les placements, les fonds de retraite. Dans ce moment-là, ben, il est particulièrement important que qu'on soit tous ensemble, en fait, dans la communauté pour pouvoir soutenir les aînés et soutenir les uns les autres. Pourquoi que le gouvernement fédéral a rapidement mis en place des mesures? Ben, les premières mesures qu'on a prises, en fait, depuis le début de la crise du COVID, étaient pour la TPS, mais qui a touché, en fait, majoritairement les aînés. En avril, on a plus de 4 millions d'aînés qui ont reçu automatiquement, en moyenne, 375 $ pour les célibataires et 500 $ pour les couples. Par la TPS. C'est le premier geste qu'on a fait. Au début, on a pensé aux aînés. Pour aider les aînés et d'autres personnes à obtenir des services et des produits essentiels comme la livraison des produits, mais on a donné aussi un demi-milliard par l'intermédiaire des associations et comme un grand partenaire qui est Centraide, qui s'est assuré de la distribution à travers tout le réseau. Et puis, indépendamment des prestations de retraite, les aînés qui ont dû cesser de travailler à cause du COVID, parce qu'il y a encore des aînés qui étaient sur le marché du travail et qui travaillaient, on s'est ajusté rapidement et sont devenus admissibles à la prestation canadienne d'urgence, communément appelée la PCU, qu'on appelle.
d'une valeur de 2 000 $ par mois. Donc, les aînés étaient éligibles à recevoir ce montant-là. Au début du mois, le premier ministre a annoncé des mesures de soutien supplémentaires pour les aînés. Nous verserons un paiement unique, non imposable, de 300 $ à tous les aînés admissibles à la sécurité de vieillesse. Quand on dit à tous, c'est à tout le monde là, qui ont la sécurité de vieillesse. Pour la question, pour ceux qui disent « Ah, ben pour les aînés qui sont mieux nantis, ben si vous pensez que le 300 $ est trop, ben vous pouvez le donner à un organisme communautaire de votre choix. » C'est une façon de participer puis d'aider la communauté. On a un 200 $ qui va aussi aux aînés additionnels, qui est admissible au supplément de revenu garanti. Ça va aider 6,7 millions d'aînés à couvrir les coûts accrus causés par la COVID-19. Et les 2,2 millions d'aînés qui sont admissibles à la fois à la sécurité de vieillesse et au SRG, ils vont recevoir 500 $. Donc, c'est des nouvelles récentes qu'on a fait pour les aînés. Par exemple, un couple qui reçoit le supplément de revenu garanti, ben, ça lui fait un supplément de 1 500 $ si on cumule la TPS et le supplément de revenu garanti et le 300 $ en un paiement, en un versement. Afin de garantir que les aînés les plus vulnérables continuent à recevoir les prestations dont ils ont besoin, on va temporairement empêcher la suspension de versement du supplément de revenu garanti si les aînés n'ont pas complété leurs impôts. On a mis en place, il y a plusieurs organismes qui ont profité des subventions de Centraide et autres pour compléter les rapports d'impôts pour les plus vulnérables. Et on a encore des failles dans le système qui font en sorte que peut-être qu'il y a des aînés qui n'ont pas complété leur rapport d'impôt, mais on va leur donner répit. On ne coupera pas dans la sécurité de vieillesse et dans le supplément de revenu garanti. J'ai eu l'occasion c'est une base un peu plus personnelle, j'ai eu l'occasion de téléphoner pendant le COVID entre nos nombreuses réunions et les nombreuses heures qu'on fait à la rencontre des citoyens, de téléphoner des aînés. Les aînés de ma circonscription, certains d'entre eux ont ressenti l'isolement très fort. Certains d'entre eux ont pleuré de joie d'entendre quelqu'un, mais d'avoir quelqu'un au bout de la ligne pour les écouter, seulement pour les écouter, parce que le seul contact qu'il y avait dans le mois, c'était pour la nourriture et les médicaments. Il y en a qui sont isolés de leur famille, il y en a qui sont dépourvus de soutien mental. Et ce que j'ai fait, c'est que, comme d'autres députés à travers le Canada, on a supporté les aînés du mieux qu'on peut. J'ai participé à l'animation avec de la musique. On a été à la conception de repas, à la livraison dans les banques alimentaires, dans ma circonscription. Mais on est très, très loin du compte d'avoir ciblé l'ensemble des aînés de ma circonscription, qui constituent 20,3 % de la population de ma circonscription sont des aînés. Je peux en avoir ciblé des milliers, mais je n'ai jamais ciblé 20 % de ma population. Et c'est un travail communautaire qu'on fait ensemble et qu'on doit s'améliorer. Peut-être prendre l'exemple de cette crise-là pour être meilleur la prochaine fois. Mais tous les aînés n'ont pas, en terminant, là, je peux vous dire que tous les aînés ne sont pas en mesure de participer au confinement. Ils sont pris dans leur petit appartement ou dans leur maison et puis sont pris dans leur milieu de vie. Certains n'ont pas les moyens nécessaires et ils ne savent pas comment l'utiliser. Puis on va parler possiblement de connexion, d'Internet, de prix de cellulaire ou quoi que ce soit. Ça l'a impacté, mais il ne faut pas oublier la nuance entre les grands centres et la ruralité. S'il vous plaît, il faut toujours considérer les aînés qui sont en ruralité, qui sont encore plus vulnérables à la livraison des médicaments, à l'accessibilité à l'Internet, au réseau cellulaire, au transport en commun, au transport adapté et même la visite de la famille est plus rare. Il y a plusieurs raisons qui font que les aînés en ruralité, j'en porte une attention très particulière parce que ma circonscription
Elle est grande, il y a 41 municipalités, mais il faut être meilleur pour nos aînés qui sont là. Tout le monde mérite de jouir d'une retraite sûre et digne. Puis le gouvernement du Canada agit avec vigueur et rapidité dans toutes les décisions qu'on prend pour répondre aux besoins des aînés durant la pandémie. Et on est là pour vous écouter. J'en dirai pas plus long. Je vais vous laisser la chance de poser des questions. Ça va me faire plaisir de répondre au meilleur de mes connaissances. Et si je n'ai pas la réponse aujourd'hui, je vais faire en sorte de vous la transmettre dans un plus bref délai. Bien, merci beaucoup, M. Lauzon. Nous avons toute une série de questions que nos participants sont en train de soumettre. Mais commençons par une question de notre président, Jean-Guy. Et ensuite, il y aura une autre question d'une des membres de notre conseil d'administration, Hélène Nadeau d'Ottawa. Ensuite, nous passerons aux questions qui ont été envoyées par les personnes qui nous regardent. Donc, Jean-Guy, veuillez-vous poser votre question? Merci, Simon. Merci, M. Lauzon. Comme vous savez, M. Lauzon, notre association a revendiqué l'élaboration d'une stratégie nationale exhaustive pour les aînés qui regrouperait tous les éléments et toutes les politiques touchant une population vieillissante, dont la sécurité de revenus de la retraite, une vie saine et la possibilité de vieillir dans la sécurité et dans la dignité. Premièrement, êtes-vous d'accord avec cette approche? Et deuxièmement, que fait le gouvernement pour coordonner l'ensemble des programmes touchant les aînés? C'est une excellente question. C'est une question qu'on peut élaborer avec notre département. Et on peut vous revenir avec une réponse très spécifique. Mais qu'est-ce que je peux vous dire aujourd'hui? C'est qu'effectivement, moi, personnellement, je rêve d'une politique nationale pour les aînés. Puis si on prend par exemple les premiers pas que notre premier ministre a fait, c'est de nommer une ministre responsable des aînés. C'est déjà là un premier pas. Comme on a fait dans le passé avec la première fois la ministre des personnes handicapées. On a franchi cette barrière-là et on a écrit la première loi canadienne sur l'accessibilité avec la ministre Qualtrough. Et aujourd'hui, je peux vous dire que ce processus-là avec lequel j'ai pu vivre, j'ai pu passer à travers, me donne toute l'espérance au monde qu'on puisse travailler ensemble avec le milieu de vos organisations pour pouvoir vous consulter et travailler une politique nationale sur les aînés et travailler davantage avec les provinces et territoires pour développer une relation plus naturelle et meilleure pour le bien de nos aînés. Bon, merci, M. Lauzon. Nous allons maintenant entendre Hélène Nadeau qui a une question sur les soins de longue durée et les tragiques circonstances que la pandémie a révélées. Hélène? Oui, merci. Bonsoir, M. Lauzon. Merci d'être ici avec nous. Comme vous le savez, la pandémie a mis en évidence la nécessité d'un vrai changement dans les soins de longue durée au pays. Ce que les défenseurs des personnes âgées et toute une série d'autres groupes revendiquent depuis des années. Cette semaine encore, nous avons vu un rapport accablant de membres des Forces armées canadiennes relativement à 25 établissements de soins de longue durée au Québec et 5 en Ontario. Je crois que les Canadiens ne veulent pas vraiment entendre le gouvernement parler de préoccupations juridictionnelles ni de nouvelles enquêtes pour la forme, ne menant pas à des résultats tangibles et à des changements substantiels. La situation est grave et il faut que tous les ordres de gouvernement agissent ensemble. Cela étant dit, est-ce que le gouvernement fédéral s'engagera à faire un examen national indépendant des soins de longue durée, se concentrant sur la mise en place de normes nationales garantissant des niveaux appropriés de financement et établissement des normes de soins que les provinces et territoires devront respecter pour recevoir ce financement, ainsi que des répercussions dans le cas contraire. Merci. Bien, merci beaucoup pour votre question. Effectivement, si on parle de stratégie nationale pour les aînés, on parle de transfert en santé, on parle de travailler aussi avec les soins de longue durée. Effectivement, notre gouvernement a à cœur
le soin de nos aînés et la façon que ça fonctionne dans le cas échéant. Vous avez parlé de 2 provinces, c'est-à-dire l'Ontario et le Québec, qui est plus fortement touché dans les CHLD et l'équivalent en Ontario. Nous avons eu un rapport qui est assez accablant. Ce rapport-là fait en sorte qu'aujourd'hui, nous sommes davantage équipés pour connaître les failles du système. Et ces failles du système-là nous donnent des données très, très spécifiques qui nous donnent un petit peu le goût de s'impliquer davantage avec les soins de longue durée. Donc, est-ce que le gouvernement fédéral va avoir sa place? On est en pleine collaboration au moment où on se parle avec les provinces mentionnées pour établir une stratégie. Pour le moment, on est dans la crise du COVID-19. On travaille sur l'urgence. On a fourni l'armée. On a fourni l'armée dans un délai le plus rapidement possible. On a près de 600 membres de l'armée du monde de la santé qui sont au besoin des aînés. Et là, on travaille nécessairement pour régler cette crise-là. Puis par la suite, je peux vous promettre que notre département et notre gouvernement vont faire en sorte de bien travailler avec les provinces pour trouver une solution à long terme. Bon, merci beaucoup, M. Lauzon, pour votre réponse et merci, Hélène, pour la question. Maintenant, passons aux choses amusantes en examinant les questions des membres des retraités fédéraux qui sont en ligne ce soir. Nous avons plusieurs questions qui touchent la question de la sécurité de la vieillesse. Bernard Dussault pose la question « Quand est-ce que les paiements de 300 $ seraient reçus? » Et il faut dire qu'on a posé la même question au ministre la semaine passée, puis elle n'avait pas la réponse encore. Peut-être vous l'avez ce soir pour nous. Mais on a aussi une autre question qui vient de Mme Louisette Hinton. Elle fait remarquer que le Parti libéral avait promis d'hausser la sécurité de vieillesse en dedans d'à peu près 6 mois. Les 6 mois commencent à s'écouler, puis on n'a pas eu de nouvelles. Donc, est-ce que vous avez du quoi nous partager là-dessus ce soir? Excellente question en 3 volets. Pour le 300 $ qui va être livré, le 300 et le 200 $, c'est-à-dire, moi, j'ajoute à votre question le supplément de revenu garanti. On le sait que la plupart d'entre vous, vous êtes éligibles à 300 $, mais pas le 200 $. Mais ça devrait être livré, je ne peux pas vous donner la date. Ce que je pense que j'ai le droit de vous le dire ce soir, c'est très bientôt. OK, je vais laisser le soin à la ministre d'annoncer les bonnes nouvelles, mais c'est très bientôt. Ça, je peux vous le dire. Pour la hausse maintenant. La hausse, c'est un engagement que nous avons pris. Pendant la campagne, ce qu'on a dit, c'est 10 % dans les 6 premiers mois pour les 75 ans et plus d'augmentation de la pension. Cette ligne-là est encore là. On est encore dans les délais. Vous savez que tout engagement, toute nouvelle politique ou résolution ont été mis sur la glace pendant le COVID-19. COVID-19, c'est une situation extraordinaire que nous n'avons jamais vécue dans l'histoire canadienne. Ça se compare à rien. Comme tragédie, mais il faut continuer à travailler. Je suis parfaitement conscient qu'il faut continuer à travailler. Je ne dis pas que le 6 mois ne sera pas 6 mois moins les mois intenses du COVID-19, mais on est encore dans les délais d'annoncer une nouvelle à propos de l'augmentation des pensions et il n'y a aucune date de prévue au moment où on se parle. Donc, attendons voir. Il y en a un, par contre, c'est très bientôt, et l'autre est à venir. OK, merci beaucoup. Nous avons eu des questions lors de la session avec la ministre, mais on a aussi des questions ici. Par exemple, Gilles Sam pose une question
au sujet des fers et le taux le pourcentage du montant brut qu'il faut retirer chaque année. Oui, on sait que le fédéral, le gouvernement libéral a fait des modifications pour cette année, mais est-ce qu'il va y avoir d'autres modifications pour l'année prochaine, surtout si la situation COVID-19 continue? Est-ce qu'on peut peut-être s'attendre à avoir des modifications un peu plus à long terme là-dessus? Oui, effectivement, on fournit un soutien financier direct, fournir l'aide le plus utile pour les années possibles. Avec cette annonce-là, vous savez, il n'y a rien de parfait dans les annonces qu'on a faites. On essaie de répondre à l'ensemble des besoins. Au début de la pandémie, on a réduit le retrait minimum du fer à 25 %, comme vous avez mentionné, mais on continue de surveiller le marché volatile. C'est-à-dire que notre équipe aux finances suit ça de très près. Vous savez qu'à chaque fois qu'on a annoncé une politique, on s'est ajusté, on a élargi les critères, on a travaillé avec le milieu, on a ainsi de suite. Mais dans ce cas ici, au moment où on se parle, il n'y a pas de décision qui a été prise. Le retrait minimum du fer est encore 25 %, mais on le sait que notre équipe a eu beaucoup de questions, puis je vous invite peut-être à remettre la question et puis de l'avoir écrit et d'envoyer ça à mon département. Et puis, ça va nous faire plaisir de tenir le dossier à jour, puis on pourra vous informer en temps et lieu s'il y a des changements dans les plus brefs délais. J'ai une question ici qui vient de Joanne Potvin. Elle fait remarquer que, surtout chez les retraités fédéraux, tout le monde n'a pas nécessairement atteint l'âge de 65 encore. Ben oui. Et elle fait remarquer que le gouvernement a fait beaucoup de choses pour, oui, les aînés, beaucoup de choses pour des étudiants et d'autres groupes, mais il semble avoir pas grand-chose pour les personnes qui se trouvent entre 55 et 65 ans. Oui, Est-ce effectivement. qui s'en vient ou est-ce que vous avez des commentaires là-dessus? Oui, j'ai des commentaires. J'ai eu l'occasion d'y réfléchir parce que c'est une question qui est venue dans ma circonscription. On n'a pas vraiment de direction pour cette zone de personnes-là. Moi, je les appelle mes jeunes retraités. Mes jeunes retraités qui ont habituellement une bonne condition physique, sont près de ces premières années de retraite, donc ils ont quand même des revenus, ont des REER, ont des placements, vivent bien. L'impact de la COVID sur ces personnes-là qui ne sont pas dans la classe des vulnérables qui doit être isolée comme une personne âgée de 70 ans et plus, a quand même la liberté d'aller faire son épicerie, d'aller chercher ses médicaments, de continuer la vie qu'il faisait avant, qui est peu ou pas impacté. Où ce qui est impacté, où ce que ça va avoir une différence pour cette zone de personnes-là, c'est lorsqu'on va, pas lorsque, si on annonce une augmentation de 10 % de la pension, ben ils vont être gagnants plus vite parce qu'ils vont atteindre l'âge de 75 ans, ça va être indexé, ainsi de suite. À 75 ans, ils ne vont pas en bénéficier. De toute façon, ils ne classent pas dans cette zone-là. Donc, les personnes, mes jeunes retraités, ils vont faire en sorte que leur champ de vie ne change pas. Et puis, c'est la façon que je l'explique aux aînés de ma circonscription. Ils comprennent bien, puis pourquoi pas nous, pourquoi eux, puis si on se compare aux étudiants, mais les étudiants, ce sont nos enfants. Nos enfants qui, à l'habitude, à ce temps-ci de l'année, ont fini l'université au mois de mai et travaillent dans les camps de jour, travaillent dans les restaurants, travaillent dans le communautaire ou travaillent dans la municipalité où on a des emplois d'été. Et là, il n'y a pas d'emploi d'été pour ces étudiants-là. Puis ces étudiants-là, ils ont besoin de cet argent-là, pas pour soutenir le milieu familial, pour payer leur étude en septembre, pour aider les parents à payer leur étude en septembre. Donc, c'est pour ça qu'on est venu rapidement aider les jeunes qui n'ont pas d'emploi. Puis je peux vous dire que dans ma circonscription, les jeunes appliquent pour des emplois. Si on prend dans certaines municipalités où ils ont ouvert les dotations de postes pour les camps de jour, il y a suffisamment de noms sur la liste pour qu'il y ait comblé tous les postes pour aller travailler.
Bon, mais merci beaucoup. Et surtout, merci de m'avoir qualifié comme étant un jeune. Je l'apprécie beaucoup. Maintenant, nous avons plusieurs questions qui touchent la situation des anciens combattants et anciennes combattantes. Et vous avez mentionné tantôt que vous avez une expérience avec le ministère des Anciens combattants, tout comme moi. Mais vous devez connaître les enjeux et problèmes uniques lors de la transition. Pouvez-vous nous donner une idée du rôle du ministère, c'est-à-dire soit le ministère des aînés, mais aussi le ministère des anciens combattants, pour supporter les anciens combattants, surtout lors de la transition de l'uniforme au civil? Oui, effectivement. C'est une excellente question. Quitter les facs, et souvent, c'est un processus qui est très difficile. Hein? C'est difficile pour nos membres. On sait qu'il y a des désavantages, mais il faut améliorer le processus. On a déjà commencé. Là. On a des équipes en place. On a créé un groupe de transition qui s'efforce de resserrer tous les liens entre le FAC et les anciens combattants. Quand j'ai arrivé dans le département, c'est comme si le FAC et les anciens combattants étaient deux départements qui ne se partageaient pas les informations. Et quand on sortait de l'armée, on devait recommencer le processus et les dossiers médicaux n'étaient pas nécessairement partagés. Puis je fais une anecdote, là, un dossier de quelqu'un qui a sauté en parachute toute sa vie et deux genoux, il y a de la misère à marcher, là, il n'y a plus de genoux. Là. Ben, pour aller sur la pension d'anciens combattants, il faut revoir un docteur pour confirmer que les genoux sont plus bons. Mm-hmm. Mais là, on s'est beaucoup amélioré. J'ai adoré mon expérience de transition entre les 3 fonds de pension qui ont été mis à la pension à vie. J'ai participé à ça. J'ai participé aussi à la carte de reconnaissance pour les anciens combattants qui partent à la retraite avec une carte d'identité qui lui dit que nous, on a fait partie de l'armée. Juste ce geste-là, pour les retraités aussi, c'est beaucoup. Puis on veut s'assurer que les prestations soient harmonisées pour les anciens combattants, qui aient accès à toute une gamme pour la santé, le bien-être puis le soutien professionnel qui n'existait pas avant. C'est-à-dire que les soins, que quand tu es dans l'armée, ils continuent quand tu es pour anciens combattants. Bon, merci beaucoup. Et oui, je reconnais l'expérience dont vous parlez. Oui, mais je suis tellement passionné de ça, je pourrais vous en parler longuement. On va laisser la chance à d'autres questions, mais ça me fait plaisir de parler de nos vétérans et des anciens combattants. Effectivement, nous avons quelques questions qui avaient été soumises auparavant par nos membres. Il y a une qui touche la situation, la question des soins à domicile et le vieillissement chez soi. Et aussi une autre question suivante qui touche les proches aidants. Donc, en ce qui a trait aux soins à domicile, les conditions constatées dans certains établissements de soins de longue durée justifient d'offrir de meilleurs soins à domicile et de trouver plus de façons pour que les aînés canadiens vieillissent à la maison ou à l'endroit de leur choix. Il a été démontré à maintes reprises que cela a amélioré les soins préventifs, entraîné de meilleurs résultats en matière de santé et une meilleure qualité de vie, permettait de détourner les adultes âgés des hôpitaux et était moins dispendieux. Par rapport aux soins à domicile, le gouvernement fédéral a 2 importants rôles à jouer. L'un à titre de fournisseur de soins à domicile pour certaines populations, dont par exemple les anciens combattants, et l'autre en tant que partenaire appuyant les provinces et territoires dans la prestation de soins à domicile, y compris à de nombreux aînés. Quelles mesures le gouvernement fédéral prend-il pour améliorer et élargir les soins à domicile qu'il offre? Et croyez-vous que tous les autres du gouvernement peuvent et doivent collaborer pour améliorer le continuum de soins de santé pour les aînés de partout au Canada et le cas échéant? Quel est le rôle du gouvernement fédéral là-dedans? Bien, merci beaucoup pour la question. J'aimerais débuter à répondre que lors des consultations qu'on a dans ma circonscription ou ailleurs, au Québec ou au Canada, les aînés nous ont clairement démontré qu'ils veulent vivre le plus longtemps possible à la maison. Donc, ce qui ressort en fait de ces consultations-là, c'est les soins à domicile, accès aux médicaments, accès à Internet, transport adapté, des CLSC dans les régions éloignées ou accès aux hôpitaux
quand tu es en grand centre. Ça, c'est les lignes principales qui ressortent. Mais tout ça, on sait que les Canadiens veulent rester indépendants aussi. Puis, ils veulent être le plus longtemps à recevoir des soins à domicile avant d'être internés dans un CHLD ou dans un centre de soins de longue durée. Notre gouvernement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fourni 6 milliards de dollars sur 10 ans aux provinces et territoires pour améliorer les soins à domicile puis les soins de proximité. Parce que il faut comprendre que la santé, surtout dans la province de Québec, est gérée par la province. Nous, c'est un transfert en santé qui fait en sorte qu'on améliore les soins. Mais lorsqu'on a transféré le 6 milliards au gouvernement du Québec, on a mis des conditions spécifiques pour l'aide à domicile en santé mentale et pour les aînés. Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux se sont entendus sur les grandes priorités, puis ces investissements fédéraux dans les soins à domicile et les soins de proximité. Puis ce financement prévisible, il est à long terme, représente une étape très importante, justement ce qu'on a parlé tantôt dans la collaboration avec les provinces pour aider le sort des aînés. Bon, merci. Puis, pour encore une question qui avait été soumise auparavant, ça touche, comme je dis, les proches aidants. Donc, la COVID-19 a changé la façon dont les soins donnés par les aidants naturels peuvent être dispensés et les lieux où ils peuvent l'être, ce qui oblige de nombreux aidants naturels et les personnes dont ils s'occupent à s'adapter aux nouvelles réalités. Un grand nombre de proches aidants sont maintenant présents en tout temps, compte tenu de la réduction du soutien communautaire, comme les soins de relève et la directive des autorités de la santé publique de pratiquer la distanciation physique et de rester à la maison, particulièrement pour les personnes de 70 ans et plus. Beaucoup de ces personnes sont des aînés. Elles ne sont donc pas admissibles aux prestations offertes jusqu'à maintenant par le gouvernement. La pandémie de COVID-19 a mené à une augmentation du stress, des coûts et des tâches des proches aidants. Comment le gouvernement fédéral prévoit-il de soutenir les proches aidants qui ont été touchés par la pandémie? Merci pour la question. Cette pandémie-là nous a permis de connaître, quand je vous ai dit tantôt, ce qu'il y a eu des failles ou ce que ça nous a permis de connaître où il y avait une certaine problématique. Mais effectivement, les proches aidants, les bénévoles qui travaillent pour les organismes, qui viennent en aide aussi pour les aînés ou les personnes les plus vulnérables, ce sont des bénévoles qui souvent ont plus que 65 ans. Donc là, effectivement, avec les consignes de santé publique, nous avons éliminé ces gens-là pour qu'ils restent en confinement, pour qu'ils restent eux aussi à la maison. On a perdu un grand nombre de bénévoles, d'autant plus qu'on a perdu aussi des employés dans les CHLD qui ont tombé au combat. On peut parler de soutien à domicile par les familles aussi. Les familles, souvent, avaient de la misère à respecter la distanciation sociale. Un proche aidant peut être un travailleur qui est à l'extérieur. Donc, si le proche aidant allait travailler dans un milieu public, mais ne pouvait pas revenir côtoyer l'aîné ou l'aidant dans ses démarches parce qu'il n'était plus éligible d'être proche aidant. Donc, tout ça fait en sorte que nous devons reviser, en fait, la façon de faire pour les proches aidants en cas de pandémie. Puis encore une fois, c'est exceptionnel ce qui se passe en ce moment. J'espère qu'on trouve les solutions le plus rapidement possible pour venir en aide, de ramener tout ce personnel-là, les proches aidants, qui ont un rôle super important dans la communauté et dans la vie de tous les jours. Il y a de plus en plus de demandes. J'arrive du monde municipal et on a de plus en plus de demandes de logis parentales, à même les résidences. Les quartiers se développent avec des logis parentales. On a des associations qui sont de plus en plus présentes sur le terrain pour aider et supporter les aidants naturels. Et je pense que c'est un pas qu'il faut prendre pour l'avenir, quel que ce soit le gouvernement, que ce soit au niveau fédéral ou provincial. Je pense que c'est une stratégie. Moi, personnellement, je pense que c'est une stratégie qui doit entrer dans la stratégie nationale des aînés.
Merci. Maintenant, une question, un sujet qui a été abordé avec la ministre aussi. Ce soir, Bruno Beaulieu pose une question, mais je vais formuler la question un peu comme je l'ai formulée à Madame la ministre. C'est que nos membres, les membres de l'association, reçoivent des pensions en vertu de la loi sur la pension de la fonction publique, Oui. la loi sur la pension de retraite des forces canadiennes et la loi sur la pension de la Gendarmerie royale du Canada. Par le passé, en période d'incertitude économique, certains aiment cibler les régimes de retraite comme un secteur où des économies pouvaient être réalisées par le gouvernement fédéral. Donc, que fera le gouvernement fédéral pour assurer la sécurité et la viabilité de ces pensions? Effectivement, les pensions de nos membres. Ben oui, les pensions de vos membres. Là, vous savez que vous êtes dans une meilleure situation que les entreprises du privé. Je ne veux pas vous comparer, là. Puis, une chance qu'on vous a eue, vous avez été des gros porteurs de dossiers, vous avez supporté notre pays, vous avez donné, vous avez transféré vos connaissances aux plus jeunes pour prendre la relève. Souvenez-vous, le jeune qui est rentré dans le département, puis quand vous avez quitté, qui était déjà à un poste clé dans votre département, vous avez participé à tout ça. Mais vous avez aussi participé à un des meilleurs fonds de pension canadiens qui existent. Puis ça, ben, je suis très heureux que vous l'ayez eu. Puis il faut aujourd'hui penser davantage aux plus vulnérables, à ceux qui sont affectés, à ceux qui ne seront pas capables de réouvrir leur commerce. Votre question est reliée à une réflexion qu'on peut avoir après le COVID-19. C'est une question qu'on va transmettre au bureau de la ministre. On peut vous revenir avec plus d'élaboration. Mais au moment où on se parle, ma grosse préoccupation, c'est ceux qui vivent seulement de leur gagné, de leur dû, des REER, des FER qui doivent transférer, qui sont directement touchés par de l'argent qu'ils ont mis de côté sans que ce soit un fonds de pension du gouvernement fédéral. Et on verra pour la suite là, comment est-ce qu'on peut vous rassurer sur vos fonds de pension des retraités fédéraux. Merci beaucoup. Jean-Guy, je crois que vous avez une autre question à poser. Plus qu'une. Je vais commencer avec une. Je pense que vous savez, M. Lauzon, que j'ai été le premier président du Conseil national des aînés, nommé en 2007. Ma première question, c'est quel rôle le Conseil joue dans la crise, puis qu'est-ce qu'ils font pour le gouvernement et pour votre ministre dans la situation où nous sommes? Votre organisme et tous les organismes qu'on consulte, qu'on reçoit, tous les renseignements qu'on reçoit, c'est de cette façon-là qu'on bâtit un plan pour passer à travers cette crise. Nous, on n'est pas les experts, on n'est pas les experts terrain. Puis moi, pour être un politicien de terrain, là, si je veux savoir, là, si je veux connaître là, la pureté puis les vraies raisons, là, mais c'est d'aller consulter les gens du milieu comme votre organisation. Vous êtes des gens qui sont scolarisés. Vous êtes des gens qui ont eu la chance dans la vie d'avoir un bon travail, d'être bien retraités. Allons en profiter. Profitons-en et allons chercher le maximum de renseignements possibles pour pouvoir construire un monde meilleur pour les retraités, un monde meilleur pour les aînés. Et tous vos commentaires que vous nous remettez ou les questions que vous nous remettez, c'est toujours un ajout dans nos prises de décision et chacune question est prise en considération. Nous sommes toujours là, comme j'ai mentionné à la ministre, nous sommes toujours là. Nous avons l'expérience de coordonner les activités avec plusieurs groupes d'aînés. Il ne s'agit que de nous le demander. Mais ma question se rapportait au Conseil national des aînés qui se rapporte à la ministre des aînés, qui a été formé en 2007 quand j'ai été nommé président. Puis j'ai été président du Conseil jusqu'en 2013. Je me demande si vous avez donné un rôle spécial au Conseil durant la crise que nous confrontons. On est le dernier gouvernement qui a été nommé après le gouvernement municipal, le gouvernement provincial, et là, on vient d'avoir les élections.
On est dans notre première année d'élaboration. On a frappé cette crise-là en plein fouet en lançant nos consultations. Et c'est sûr que le processus du COVID-19 a ralenti le processus, mais la relation, elle va se développer davantage. Mais je vais laisser le soin du bureau de la ministre à vous revenir avec un plan stratégique. Comment est-ce qu'on peut développer ensemble les meilleures relations? Pour le moment, on répond au groupe. C'est-à-dire que pas plus tard que 2 semaines passées, on a eu une table là, avec, il y avait une quinzaine d'acteurs du milieu qui se sont manifestés. On a eu une table qui était c'était dirigée par la FADOC au Québec. Et il y avait plusieurs groupes là, autour de la table. Et puis, on a répondu aux questions au même titre qu'on a là. Mais il va falloir s'assurer une stratégie pour travailler davantage avec vous. OK, merci. Merci pour la question, Jean-Guy. Maintenant, Hélène, je crois que tu as une autre question aussi. C'est ça, insoudé. Voilà. Oui, bonjour. Rebonjour. Alors, la COVID-19 a malheureusement mis l'agisme sous les projecteurs. Plusieurs ont minimisé la gravité de la pandémie en disant qu'elle ne tue que les aînés. D'autres ont suggéré que plutôt que d'imposer des règles de distanciation physique générale, nous mettons simplement les aînés en quarantaine et laissons les autres poursuivre leur vie normale et que nous laissons le coronavirus se propager pour acquérir une immunité collective et puis laisser les plus vieux et les plus faibles être décimés. Alors, comment prévoyez-vous aborder la question de l'agisme durant votre mandat de secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés? Vous savez, Madame, notre gouvernement s'est engagé à assurer l'égalité de tous les Canadiens, incluant les aînés. La Constitution garantit le droit de l'égalité du bénéfice à la protection de loi, de la discrimination. Que ce soit un aîné, que ce soit n'importe quel type de personne, on est là pour garantir les droits et l'égalité. On travaille d'arrache-pied depuis le début. Depuis le début de la crise, pour fournir des équipements nécessaires au service de la santé. Puis on le sait depuis le début là, que les machines qu'on commande, là, tous les ventilateurs, tout ça, c'est pour les aînés. C'est pour les aînés. Et est-ce qu'on a entendu parler de manque d'équipement pour les aînés? On a donné les meilleurs soins possibles. Écoute, le Conseil national des aînés s'efforce à trouver des solutions sur l'agisme. Puis il faut modifier notre attitude à l'égard des personnes âgées. Moi, je suis bien d'accord avec ça. Là. Puis le gouvernement, il collabore avec tous les autres niveaux de gouvernement pour comprendre, traîner les obstacles aux travailleurs puis aux personnes âgées, y compris l'agisme. Puis cette crise-là, je vais peut-être me répéter encore, mais cette crise-là nous a permis de voir les failles du système, les maillons faibles. Ça nous a permis, encore une fois, d'accumuler un certain nombre de données qui fait en sorte que l'AGIS fait payer un lourd tribut aux victimes, puis à l'économie, puis à notre société. J'ai une question un peu, peut-être ce serait facile à répondre, peut-être pas. C'est très simple. J'ai une question qui vient d'Yvon Savard. Y a-t-il une procédure pour refuser la subvention de 300 $? Oui. Oui, il y a une bonne procédure que moi j'ai inventée. Si vous voulez refuser le 300 $, c'est parce que vous trouvez que vous n'avez pas de besoin. Bien, faites comme plusieurs députés ont fait, faites comme le milieu ont fait, faites comme les gens du peuple n'ont jamais donné autant à la communauté. Choisissez-vous un organisme, donnez-les un organisme. Puis s'il faut, demandez un reçu d'impôt de 300 $, vous allez avoir une réduction sur votre rapport d'impôt. Parce que ce n'est pas un 300 $ que vous avez, que vous transférez à l'organisme. C'est 300 $ qui vous appartient, qui est déposé dans votre compte de banque. Prenez un autre 300 $, puis donnez-le à un organisme. Puis si vous pensez se passer, bien, bonifiez-le de 100 $, puis donnez 400 $ à un organisme.
Très bonne suggestion. Hélène, je crois que tu avais une question sur la pharmacare. Comment dire en anglais? L'assurance médicaments. Oui. Encore une fois, avant que la COVID frappe, les Canadiens Oui. discutaient beaucoup d'assurance médicaments. Ça faisait partie de votre plateforme aussi. L'accès aux médicaments nécessaires est une question importante pour les aînés et il y en est abondamment question dans les programmes électoraux fédéraux, y compris celui du Parti libéral. Alors, quel progrès le gouvernement fédéral a-t-il fait sur ce front? Est-ce que ça restera une priorité pour votre gouvernement? Effectivement, ça reste une priorité pour notre gouvernement. Au Québec, on est moins touché, à part le prix des médicaments. Mais partout au Canada, c'est pas pareil. Les médicaments ne sont pas assurés. Ils n'ont pas de régime d'assurance. Les médicaments sont chers. Une personne âgée ne devrait pas avoir le choix en 2020 de choisir entre les médicaments et payer leur loyer. Aujourd'hui, on doit avoir un régime plus universel qui fait en sorte que les médicaments soient non seulement sur un régime, un programme, mais qui soient aussi plus abordables. On a déjà fait les premières phases sur les médicaments plus abordables. On a travaillé avec les compagnies pharmaceutiques. Et déjà là, on ressent sur le terrain une différence entre les génériques et les produits originaux et l'accessibilité aux médicaments qui sont moins chers. Mais il faut continuer. C'est juste un début. Et effectivement, il faut continuer à travailler pour élaborer une loi sur PharmaCare qui est sur l'accessibilité aux médicaments. Merci beaucoup, M. Lauzon. Ben, quel bel forum public virtuel. J'aimerais remercier tous et toutes pour ces excellentes questions. Il nous reste une couple de minutes pour nos cérémonies de clôture. Et avant de mettre fin au forum et de profiter du reste de notre soirée, Jean-Guy a quelques remarques de clôture à faire. Ensuite, nous entendrons M. Lauzon, le secrétaire parlementaire, une dernière fois. Donc, Jean-Guy, je cède la parole à toi. Merci. C'est très intéressant, M. Lauzon. Merci beaucoup de votre participation. Ce qui nous importe, nous, c'est de contribuer. Notre vie, c'était de contribuer au Canada, de participer à notre carrière, d'offrir tout ce que nous avions pour le Canada, puis nous en sommes fiers. Et ça se reflète beaucoup, comme vous l'avez dit, dans la nouvelle génération de fonctionnaires. La semaine prochaine, d'ailleurs, c'est la semaine des fonctionnaires, Public Service Week. J'espère que le gouvernement va prendre action et de reconnaître les contributions de tous les fonctionnaires, ceux qui sont en première ligne et ceux qui sont en deuxième ligne, mais qui sont là. Je suis certain qu'il y a un bon nombre de fonctionnaires ce soir qui vous ont donné des renseignements, qui vous ont préparé à notre organisme et au colloque de ce soir. J'aimerais vous remercier. Puis, les sujets qu'on a abordés et les réponses qu'on a eues et les réponses qu'on n'a pas eues, nous allons poursuivre pour s'assurer, comme vous l'avez promis d'ailleurs, et comme la ministre l'a promis, d'aller chercher ces renseignements-là. Comme je vous disais, nous sommes là pour aider. Nous voulons continuer à contribuer. Ce qui est important pour nous est important pour le pays. Et j'espère que vous allez continuer à nous consulter et vraiment consulter. C'est-à-dire d'avant de prendre des décisions, que vous veniez nous voir, à savoir si ce sont les bonnes décisions, non seulement pour les fonctionnaires, mais pour tous les aînés au Canada. Je vous cède la parole. Bien, merci beaucoup. Merci pour cette belle séance. Puis vous savez, j'ai déjà offert ma collaboration. Puis là, on a brisé la glace. Ça fait la deuxième fois que je vous parle en passant. C'est moi qui vous ai laissé un message au début du COVID pour vous mentionner sur les mesures de distanciation, les mesures du COVID-19 au début. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, au moins, vous pouvez mettre un visage sur la voix
qui vous a laissé un message sur votre répondeur. Merci beaucoup de votre intérêt ce soir. Malgré tout le confort moderne dont on dispose ces jours-ci, vous avez pris le temps de vous joindre à la conversation. Puis ça, je l'apprécie beaucoup, là. Message que je vous adresse et que les aînés recevront le soutien dont ils ont besoin. Puis je vous assure ma pleine collaboration. Maintenant qu'on a brisé la glace, ben on va continuer à travailler ensemble. Vous pouvez contacter avec moi directement. Et puis tout ce que je reçois, je transmets ça au bureau de la ministre Schultz. Pour tous ceux qui veulent davantage parler en français peuvent me contacter. Ou en anglais, ça ne dérange pas non plus. Mais effectivement, tous les renseignements sont partagés avec la ministre. Nous avons une collaboration incroyable. J'ai une ministre en or. On a une équipe qui est en arrière de nous. Nous avons des employés qui nous supportent, mais qui vous supportent. C'est ça qui est important. Que ce soit par un soutien financier, les nouveaux services ou des changements de politique, le gouvernement du Canada continuera en tout temps à soutenir les aînés. C'est pour ça que le premier ministre a nommé la ministre Schultz, ministre des aînés. Puis, cette pandémie-là, mise à jour certaines vérités désagréables, comme qu'on a tant parlé ce soir sur notre société. C'est surtout sur les résidences des personnes âgées, les établissements de longue durée. Je retiens vos questions aussi pour les anciens combattants. Vous savez, on n'a pas parlé des anciens combattants avec les montants forfaitaires comparativement aux montants mensuels, qui est une bonne progression. Aussi pour les fonds de pension qui assurent la longévité des pensions des anciens combattants. Mais pour l'avenir, nous espérons avoir des conversations avec les provinces et les territoires pour que ça aille mieux, avoir des directives nationales puis un lieu avec des normes nationales. On en a assez parlé aussi ce soir. C'est mon souhait de travailler sur une première politique nationale sur les aînés. Entre-temps, notre gouvernement va continuer d'offrir des soutiens importants, notamment pour les subventions salariales aux travailleurs à faible revenu, pour les soins à domicile, la distribution d'équipements, la protection individuelle. Comme je vous ai dit, c'est ma priorité. On va parler de toutes les autres choses après, mais là, c'est ma priorité. Puis en ce temps de crise, les Canadiens se rassemblent pour surmonter nos défis communs. Puis de grâce, mes jeunes retraités, vous allez vous impliquer dans la communauté. Vous avez tellement à donner. Vous êtes des gens de cœur. Vous êtes des gens avec des connaissances. Puis merci à Simon, Jean-Guy, Linda, tout le monde. Je ne veux pas oublier personne, là. Pour l'Association nationale des retraités fédéraux de m'avoir accueilli. Puis maintenant qu'on a brisé la glace, mais je vous souhaite la bienvenue dans ma boîte courriel. Je me réjouis à l'idée de poursuivre le dialogue avec vous dans un futur approché. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Merci, M. Lauzon. Donc, nous remercions à nouveau M. Stéphane Lauzon, le secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés, ainsi que les centaines des membres de retraités fédéraux qui ont été ici avec nous ce soir. Ne manquez pas de vérifier vos courriels pour un message sur l'enregistrement de ce forum public virtuel et de consulter notre site web www.retraitéfédéraux.ca pour prendre connaissance des plus récentes actualités. Je terminerai en mentionnant l'arc-en-ciel, ça va bien aller, qui a commencé à circuler à Montréal, il me semble. Cette devise nous rappelle à tous et à toutes de garder espoir alors que nous traversons cette tempête. Passez une belle soirée. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée tout le monde.